Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de 100% Paddock. Aujourd'hui, on débriefe le Grand Prix de Monaco qu'on a vu ce week-end. Autour de la table, Victor à ma gauche, Louis, Fabio à ma droite. C'est parti, on débriefe tout de suite et on commence avec la Formule 2. Et c'est toi, Victor, qui nous en parle. Les particularités de la saison à Monaco, les pilotes sont divisés en deux groupes de 11 pilotes. Victor Martins, présent dans le premier groupe, est le plus rapide. Il a déjà été le plus rapide en essai libre très largement. Il récidive en qualification. Il est 3 dixièmes plus rapide de son premier groupe. Mais malheureusement, c'est le deuxième groupe qui est le plus rapide grâce à l'amélioration de la piste. Et c'est l'Irlandais leader du championnat, Dunn, qui prend la pole position, malgré qu'il aurait dû recevoir une pénalité lors de la séance de qualification. Pour rappel, il a mis Rafael Villagomez dans le mur. La FIA n'a pas du tout réagi et ne lui a rien infligé. Donc, en course sprint, la grille est inversée, pas de changement à l'avant. Meini de l'écurie française Dams remporte la course devant Gabriel Emini et Luc Broning. Martins est lui victime d'une tentative de dépassement absurde, encore à la rascasse de la part de Goethe. Juste après la mi-course, il doit s'arrêter au stand pour changer son aileron. Il termine 17e, juste derrière Sami Megetonif qui termine lui 16e. Le dimanche, on retrouve les deux hommes forts de la qualif en F2, Dune et Martins, pour un départ qui s'annonçait électrique. Oui, ça va être chaud entre les deux hommes. Martins prend un meilleur départ que Dune, mais l'Irlandais essaye quand même de prendre le virage. Il rentre dans Victor Martins. Les deux s'accrochent, contact à Devots et gros carambolage à l'arrière. 7 pilotes doivent abandonner. Drapeau rouge, la course est interrompue, il faut réparer les rails, enlever toutes les voitures. Fornaroli, l'Italien profite de la situation pour prendre la tête et il se dirige vers la victoire, mais il se fait avoir par une safety car en milieu de course après l'accident de Beganovic au virage du casino. Crawford s'arrête et prend la tête. Les barrières de protection sont trop endommagées et cette course chaotique se termine finalement sous drapeau rouge. C'est donc une deuxième victoire pour l'écurie Dams. L'écurie française empoche voilà, le gros lot avec ses deux victoires. Crawford l'emporte devant Fornaroli et Montoya. Au championnat, c'est Luc Browning qui devient le cinquième pilote à prendre la tête du championnat cette saison. C'est quand même un beau nombre. Et high-tech, malgré ses différentes histoires extrasportives, notamment avec le frère d'Oliver Hawks, à la tête des deux championnats, championnat pilote et championnat constructeur. Donc c'est un très bon début de saison pour l'écurie britannique. Merci Victor. Cette fois, on repasse en Formule 1 avec les qualifications, puis on va voir avec toi, Fabio, s'il y a eu autant d'actions que lors des courses F2. Bien, comme on le sait, chaque année à Monaco, tous jouent en qualif. Du coup, on a souvent un grand spectacle. Et ben, cette année, on a bien été servi. En Q1, tout a été presque assez calme. Les Alpines, comme depuis le début du week-end, ont eu du mal. Les deux sont sortis en Q1. Colapinto se qualifié 20e et Gasly 18e. Mais c'est à la fin d'un Q1 qu'on va avoir un petit peu d'action, puisque Kimi Antonelli, l'Italien, est venu s'accrocher dans la nouvelle chicane. Donc une grosse déception quand même pour l'Italien qui finira 15e du coup de la qualification, qui était passé en Q2 mais qui ne pourra pas y participer. Donc voilà, il se Et lancera justement, 15e. en Q2, je pense que c'est un peu le drame pour Mercedes. Et oui, seulement 5 minutes après le début de la séance, on entend George Russell dire à la radio qu'il a plus de puissance. Et là, on le voit arrêter dans le tunnel. C'est dramatique pour l'écurie qui perd ses deux pilotes en Q2. Avec l'importance de la qualification à Monaco, bah, on sait que ça va leur coûter très très cher. Et bah, surtout pour tout le reste du week-end et pour le jour de course, quoi. Et de l'autre côté, par contre, Racing Bull, c'est la première fois de la saison qu'ils qualifient leurs deux monoplaces en Q3, assez exceptionnel. Et dans cette Q3, on a eu une course au chrono fantastique. Et ouais, justement, franchement, on l'a regardé. Et franchement, tout le monde, je pense, a adoré la Q3, la Q3 ce samedi. On a eu un spectacle assez fou. À 3 minutes de la fin de la séance, Piastri passe la ligne et réalise le record de la piste pour quelques millièmes. Et juste après lui, c'est Norris qui le bat, qui réalise encore le record pour seulement 15 millièmes. Mais à Monaco, on sait qu'il faut pas oublier Leclerc. Leclerc, sur son dernier tour, met 62 millièmes à Norris et va mettre encore une fois le record de la piste. À ce moment-là, on croit tous en la pole possible du Monégasque, encore un back-to-back. Mais sauf que là, non. Norris vient claquer un très très gros dernier tour et met un dixième à Leclerc et vient, pour la première fois de l'histoire, signer un chrono en 1 minute et 9 secondes à Monaco. Donc assez exceptionnel. On rappelle, le record était détenu par Lewis Hamilton depuis 2019. Donc voilà, assez folle la qualif. À pas oublier aussi les performances des Français. Isaac Hadjar a réalisé une très très belle qualif. Il s'est qualifié sixième et Esteban Ocon derrière lui juste septième. Victor, Louis, qu'est-ce que vous retenez justement de cette qualification? Est-ce que c'est le chrono de Norris, la performance de Charles Leclerc qui était proche de réaliser une nouvelle pole position, la quatrième à Monaco, ou au contraire nos pilotes français dans des voitures un peu moins performantes qui se sont très bien positionnés? Bah, d'abord, les Français, Adjar, on l'avait un peu dit dans la dernière émission qu'on le voyait un peu performer.
on s'est pas trop trompé. Je pensais pas qu'il allait faire 6e en qualif. Son week-end avait mal commencé en plus. Il avait En plus. tapé 2 fois le mur, il me semble, lors des En premiers FP2. essais en FP2. Ouais. Même si c'était pas de la grosse casse au niveau de la voiture, ça pouvait peut-être entraver la il jouait en confiance. confiance, ouais. Et au final, il a su démentir à tout le monde que voilà, il sait manier la voiture, il se sent bien dedans. Et Ocon, pareil, on n'en a pas parlé, personne n'en a parlé, il surgit comme ça de nulle part en soi. Surtout que son coéquipier, ce Birman, sort en Q1. Et En ça faisait plus. très longtemps qu'il l'avait pas battu en Mm. qualification. Et là, il l'a vraiment battu à plat de couture, quoi. Ouais. Et pour revenir sur Hadjar, c'est la première fois depuis Lewis Hamilton en 2007. C'est la meilleure qualification d'un rookie. Donc ça montre un peu Monaco. les talents, les pas qu'il est en train de suivre. Pour une C'est une très première, belle performance. c'est Ouais. fort. Ouais. Oui. Écoutez, merci pour ce petit retour F2 et qualif. On passe tout de suite à l'analyse de la course. Et on revient avec toi, Victor, sur le départ qui n'était pas trop mouvementé, mais qu'est-ce qu'on a pu en retenir? Donc pour rappel, à Monaco, c'est l'un des rares circuits où c'est le cas. Le poleman est à l'intérieur du virage. Donc Norris profite de cette situation. Il prend un moins bon envol que Leclerc qui arrive à se retrouver un peu côte à côte avec lui. Norris bloque ses deux roues avant, ça crée un gros nuage de fumée. On se dit qu'il va peut-être pas prendre le virage, qu'il va aller tout droit dans le mur à Saint-Dévote. Finalement, il arrive à tourner. Il emmène derrière lui Leclerc et tout le monde qui suit dans le même ordre. Un peu plus loin, les plaques du Fermont, c'est Gabriel Bortoleto qui fait l'extérieur à Andrea Kimi Antonelli, un très beau dépassement. L'Italien lui répond 2 virages plus tard au portier. Il prend l'intérieur. Malheureusement, Bortoleto ne peut rien faire d'autre que d'aller dans le mur. Donc, moi, je vous demandais, est-ce que Antonelli est fautif? Est-ce que c'est un incident de course? Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je trouve que c'est au départ. C'est toujours assez chaud au départ. Il a voulu le repasser tout de suite après s'être fait dépasser. Sûr qu'il vient vraiment tenter un dépassement un petit peu suicidaire. Ça peut faire un peu penser à ce qu'a fait Gasly, enfin Ocon sur Gasly l'année dernière à Monaco. Mais après, je comprends. Moi, je trouve ça plutôt un incident de course qu'autre chose. Ouais. Ouais, et donc après cet incident, on a eu une virtual safety car pour nettoyer la piste. Et des premiers pilotes s'arrêtent, dont Tsunoda et Gasly, 17 et 18e. Louis, tu reviendras juste après sur la stratégie. Et on retrouve justement ces deux pilotes au 9e tour. Gasly se fait surprendre à la sortie du tunnel et percute violemment Yuki Tsunoda. Ça rappelle un peu l'accident qu'avait eu Leclerc en 2018 sur la Sauber. Donc il est contraint à l'abandon. La voiture de Tsunoda n'a pas de dégâts assez surprenamment. Donc le Français doit abandonner après cet incident. Merci. Louis, tu nous parles des stratégies maintenant en course qui étaient nombreuses pendant le Grand Prix et même avant le départ. Ouais, parce que déjà, il faut rappeler que les pilotes devaient s'arrêter déjà 2 fois. Ils devaient s'arrêter 2 fois, devaient changer leurs pneus 2 fois. Ordre de C'était la une FIA. obligation de la FIA qui Ouais, est ordre de la apparue il n'y a pas FIA. si longtemps. Et donc Tsunoda était le seul à partir en soft. Et certains pilotes sont partis en hard, dont les Mercedes, Hamilton, Verstappen, Alonso et Sainz. Et le reste est parti en médium. Et pour revenir tout à l'heure sur la VSC, sur la Virtual Safety Car de, de De Bortoleto. Bortoleto. Oui, donc Tsunoda et Gasly se sont arrêtés, mais aussi Bortoleto, du coup, pour le coup. Et aussi Birman qui avait prévu de faire ses arrêts assez tôt pour essayer de remonter en piste, tout comme Bortoleto. Donc c'était les stratégies de départ. Et après l'incident Gasly-Tsunoda, on a eu une pit lane fermée Ouais, également. exactement. Donc les pilotes ont dû attendre la fin de la deuxième Virtual Safety Car pour l'incident de Gasly. Hadjar, donc lui, s'arrête au 14e tour. Qui bénéficie en soi d'un petit arrêt gratuit parce que Lawson a fait un sacré boulot pour ralentir les pilotes derrière lui, donc il perd pas de place. Il a ralenti la course de moins 3 ou 4 secondes autour, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un beau travail d'équipe. Faut remercier Lawson pour le travail qu'il fait pour Hadjar. Et Bierman en même temps s'arrête au 19e tour pour la deuxième fois. Ce qui est un pari assez fou pour finir avec plus de 50 tours avec ses pneus hard. Je crois qu'il met des pneus hard à la fin, donc est-ce que ça a payé? Et juste après, les leaders ont fait leur premier arrêt aussi autour du 20e tour. Ouais, Hamilton s'arrête un tout petit peu plus tôt que les premiers leaders pour couvrir la stratégie de Hadjar. Et ensuite, c'est Norris, Piastri, Leclerc qui suivent. Verstappen attend le 29e tour lui, pour faire son premier arrêt. Et parle-nous de la stratégie de Red Bull qui était un peu plus osée que celle des autres équipes. Ouais, donc Verstappen s'arrête au 29e tour et Tsunoda s'est arrêté lui un peu plus haut, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils ont attendu jusqu'à la fin, ils ont espéré un drapeau rouge qu'ils n'ont pas eu. Ils auraient pu faire le hold-up. Verstappen était premier et malheureusement, bon, il a dû s'arrêter et donc il a retrouvé sa 4e place initiale. Ouais, donc bien dommage la stratégie Red Bull, même s'il me semble qu'il y a une règle avec les 2 arrêts
même en cas de drapeau rouge ou quoi, si jamais les deux arrêts n'ont pas pu être effectués, il me semble qu'il y a quand même Ouais, alors, 30 secondes de c'est ça. pénalité qui Si sont la, données parce que Ouais. ça serait pas légitime d'attendre en toute fin de Grand Prix un drapeau si la rouge ou course une ne safety reprend car. pas Ouais, c'est après le ça. drapeau rouge, c'est 30 secondes de pénalité, sinon c'est disqualification si on Ce qui respecte semble les arrêts. logique parce que sinon il y en a beaucoup qui tenteraient le pari de pas s'arrêter, de Ouais, voir parce que- ce Vraiment que ça donne attendu, en plus, ensuite. le Ouais, mais du dernier coup, tour. c'est assez bizarre qu'ils aient pensé à ça. Mm. Parce que moi, j'ai pas suivi cette règle du drapeau rouge. Non, bah c'est Mais Red Bull, s'ils ont après pensé à ça, c'est on assez les connaît, bizarre. ils ont l'habitude d'exploiter toutes les failles ou jusqu'au bout les règlements. Donc, Après, même avec 30 secondes de pénalité, il aurait quand même Voilà. fini ouais. quatrième, parce qu'il y avait assez de marge sur Lewis Ah oui, Hamilton, si donc drapeau rouge en un tour, 30 c'est secondes, c'est c'était ça. dernier. C'est ça. Maintenant, Donc, Hamilton était à plus de 40 secondes Mm. justement de lui, enfin de lui quand il est quatrième, donc il avait de la marge, donc c'est compréhensible un petit peu du coup qu'ils aient fait ça. Ils ont tenté, quoi. Et après toutes ces stratégies, on a eu un duel passionnant, même si à Monaco, bah, on n'a pas eu de trop de dépassements. On a eu ce duel entre Charles Leclerc deuxième et Lando Norris, qui l'était seulement virtuellement, puisque Verstappen, avant son arrêt, était premier. Fabio, tu nous parles de ce duel qui aurait pu faire basculer beaucoup de choses. Et ouais, à la toute fin du Grand Prix, on aurait enfin eu le droit à un petit peu d'action et de tension en piste, avec la stratégie très décalée de Verstappen, qui espérait un drapeau rouge, du coup, comme on l'a dit, pour faire son deuxième arrêt. Lando Norris s'est retrouvé dans l'air sale du Néerlandais. Alors, Charles Leclerc, sur des pneus médiums, revient alors très fort sur lui. Et à 20 tours de la fin, en fait, les trois sont dans la zone DRS l'un de l'autre. Alors, on peut commencer à y croire. Est-ce que Leclerc va être capable de dépasser? On verra que ça va être plus compliqué que ça, parce que bien évidemment, c'est à Monaco. Et le pilote Ferrari va alors mettre la pression sur le Britannique, essayer de le pousser à l'erreur. Pendant 20 tours, il va rester collé, espérer la moindre petite erreur pour passer, que ce soit n'importe où. Mais sauf que devant, Max Verstappen est très lent, ralentit beaucoup Norris. Il le dit même à la radio, Leclerc, que Norris est très lent devant lui. Mais il compte bien pousser jusqu'au dernier tour quand même pour essayer d'aller chercher Norris. Et ce qu'a dit Leclerc aussi à la radio, c'est que Norris faisait beaucoup d'erreurs en fin de Grand Prix. Donc est-ce qu'il a réussi justement à le pousser à l'erreur et à le dépasser? Bien malgré la pression quand même mise sur le pilote McLaren, il ne va jamais lâcher la première place face à Leclerc. On sent tout de même que Norris était en difficulté au niveau de la pression, parce qu'il a même demandé de l'aide à Piastri. Il a dit j'ai besoin de Piastri, que Piastri vienne de me donner de l'aide et mettre de la pression sur Leclerc. Donc on sentait que Leclerc faisait le bon boulot, mais il a été très solide et on va en reparler d'ailleurs un petit peu après de Norris, de la sérénité qu'il a eu sur ce Grand Prix. Donc après voilà, c'est Monaco, les rues sont étroites. C'est qu'avec les Formule 1 d'aujourd'hui, on peut pas vraiment trop dépasser. Donc voilà, Leclerc finit deuxième, Norris premier. C'était un petit peu ce à quoi on s'attendait après la qualification. Est-ce que Louis, Victor, vous pensez que Leclerc aurait pu ou dû tenter à un moment, est-ce qu'il en avait la possibilité au moins, en forçant un petit peu le destin? Bah, pour moi, oui, il fallait qu'il tente. Là, ça se trouve, il doit regretter maintenant de ne pas avoir tenté dans les derniers tours où ça reste une première place à Monaco. C'est ce qu'il rêve tous les ans de gagner chez lui. Là, on n'a pas vu d'action, enfin qu'il essaye de dépasser avec une grosse volonté comme Verstappen, il essayait précédemment sur Hamilton ou d'autres. Ouais, c'est dommage. Mais est-ce qu'il n'y avait pas trop de risques? Parce que dépasser à Monaco, il a jamais été collé. Le dernier virage à la Rascasse, il avait beau être collé, la traction de la McLaren, il pouvait pas du tout bénéficier de la zone DRS. Il revenait dans la montée au casino, mais après, c'est impossible de dépasser jusqu'à l'épingle. Est-ce que tenter un dépassement, ça aurait pas été un peu tout perdre? Il y avait quand même de gros points pour Ferrari et qui en a bien besoin. ouais, moi je pense que devoir peut-être pas, voilà, on le voyait jamais à moins de 3 dixièmes, 4 dixièmes, il était toujours un peu loin. 3 dixièmes, ça a été le maximum dans la Ouais, je montée pense. jusqu'à Masson. Donc moi je pense pas qu'il regrette finalement cette deuxième place. Je pense, Il était déçu en tout cas, très. ouais, forcément, mais Ouais, je pense à froid, il va réussir à l'accepter parce qu'en début de semaine, on le voyait même pas dans le top 5. Il en parlait, ça allait être une course catastrophique. Finalement, Et, je pense que deuxième en qualif et en course, je pense que ça va quand même lui paraître bien. bah d'ailleurs, à la fin de la qualif, il en a parlé pendant la radio. Il a dit oh non, je suis déçu, etc. Et tout. Et en fait, en interview après, il a fait bah, en fait, quand je repense à il y a une semaine précédemment, je me disais ça allait être un exploit de passer en Ouais. Q3. En fait, je fais la deuxième place. Voilà, faut que je sois content. Faut que je pense aussi à la performance de la monoplace sur les Grands Prix précédents. je pense que s'il doit avoir une déception, elle est plus pour la qualification pour la course. Parce que s'il prenait la pole en qualif, peut-être qu'il aurait été à la place de Norris hier et il n'aurait pas été inquiété et aurait gagné le Grand Prix. Bon, après, il fait le job, hein, il bat le record du Bien tour, sûr. etc. C'est Norris qui fait un tour de fou. Mais... Mm. Et surtout, sans record de secteur Norris, hein. Ouais. Même, il a été moins rapide que son dernier secteur le plus rapide. Donc, ouais, très Ouais, fort. il a géré, il a maximisé et il a allié la maximisation de la performance avec la gestion des pneus pour être performant dans tous les secteurs, c'est sûr.
Voilà, c'était l'analyse de la course. On passe tout de suite aux deux faits majeurs. Louis, tu commences. Et justement, on en parlait de Lando Norris. Tu reviens, et particulièrement sur sa sérénité ce week-end pour gérer ce Grand Prix et donc obtenir sa première victoire à Monaco. Ouais, bon, déjà, la sérénité, elle a commencé dès samedi en qualification, parce que c'est là où, j'ai envie de dire, 70% du boulot est fait presque, Mm. comme on le sait tous. Il s'est fait discret Les essais. les essais. Même en Q3, on n'en parlait pas du tout. Personne n'avait parié sur Norris pour une pole. Et il sort un tour de magie de fou à la fin, au meilleur des moments. Et c'est comme ça que son week-end commence. Après, là, pendant la course, il n'a pas trop été inquiété. Il a juste bloqué ses roues au début. Euh, moi, je trouve qu'il a géré parfaitement sa course. Même si vous dites qu'il a fait quelques erreurs, ou des petites C'est erreurs. Leclerc qui l'a dit. Je pense que Ouais, c'est ouais. les erreurs de Ouais, trajectoire. ouais, des erreurs de C'est trajectoire. possible à certains moments. C'est ce que voient les pilotes de Ouais, toute ouais, façon. ouais. Ouais, parce que je l'ai pas, moi, personnellement, je n'ai pas vu Non, qu'il ait fait en tant que d'erreur. spectateur, sa plus grosse erreur, c'est plus grosse entre guillemets, c'est le Le départ, départ, ouais. parce que il a quand même de la chance de pouvoir tourner. Mm, Je pense qu'un blocage comme ça en étant lancé à pleine vitesse depuis le début de la ligne droite, c'est peut-être dans le Tech Pro mm, qui termine sa Bah, course. mm. ils l'ont dit dans la cool room d'ailleurs, Piastri a cru qu'il allait finir Ouais. dans le mur, hein, clairement. Donc, C'est peut-être sa seule erreur, mais Oui. finalement Qu'il a il est réussi passé. à se Donc, rattraper. Donc, ouais, course maîtrisée. Une victoire, moi, je trouve méritée. Même l'écurie n'a pas flanché en changeant les pneus, parce que c'est quand même du boulot, hein. Il faut qu'il change quatre fois les pneus des deux pilotes. Euh, Tout le monde a fait un super boulot. Il est content. mais ça fait du bien de Il- revoir Norris comme ça aussi, Ouais, parce qu'on en parlait beaucoup, enfin on en parlait plus en mal qu'en bien les derniers Grands Prix, puisque Piastri avait vraiment pris l'ascendant, y compris dans mm, les victoires cette saison. Le revoir avec cette confiance et cette capacité à être tueur au bon moment là en mm. qualification et à gérer les événements comme en course, on le voyait plus aussi souvent Ça va chez lui Norris, faire du donc bien. ça fait plaisir. Ça va Et lui ça faire du resserre bien. le championnat aussi. il revient fort, là. À 3 points, Ouais. 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 Ouais, je pense que ça peut être son tournant de la saison Ouais. mentalement, Mm. cette Bah, qualif, cette gagner victoire. Monaco mentalement, ça fait beaucoup plus de bien Ouais. que gagner n'importe quel autre Grand Ouais, Prix. ça peut être le tournant comparé à Piastri. On va voir là ce week-end des Barcelone. Mais je pense que Norris, ça va lui faire beaucoup de bien. Ouais. Bon, après, Piastri a quand même super bien géré Oui. derrière Verstappen. Enfin, Mm. je sais pas si on peut en parler, mais il a su il a su le laisser derrière lui et imposer quand même son mental et sa force de conduite. Donc, moi, je trouve qu'il a fait quand même un sacré Grand Prix aussi. Et le deuxième fait majeur, c'est la très bonne stratégie de Williams. Fabio, tu nous en parles parce que c'était quand même bien pensé. Et oui, Williams, on peut le dire, ont réalisé un peu une masterclass en termes de stratégie ce week-end. Après, c'est fait un peu piégé par celle de Racing Bulls, mais en fait, ils se sont dit qu'ils allaient la copier. Donc, est-ce qu'ils ont eu l'idée avant ou est-ce qu'ils ont eu l'idée en voyant ça? On ne sait pas. Mais avec les deux arrêts obligatoires, ils allaient perdre trop de position s'ils s'arrêtaient en piste à ce moment-là. C'est alors que Sainz se met à rouler au ralenti, plus de 6 secondes au tour plus lent que son coéquipier. Et là, grâce à ça, en fait, grâce à cette idée, c'est en seulement quelques tours qu'il va offrir les deux arrêts à son coéquipier Albon. Et ben maintenant, le problème, c'est Sainz, quoi. Et justement, comment ils ont fait pour permettre à Sainz de s'arrêter sans perdre la position? Parce que c'était quand même un moment important pour Williams. Et ben, ils ont tout simplement fait la même chose. Juste après son deuxième pit stop, Albon a laissé passer Sainz devant lui et a fait exactement le même boulot que son coéquipier. Alors, il roule au ralenti, sachant que c'est impossible de déplacer à Monaco, bien évidemment, ça marche très bien. Ça va d'ailleurs énerver les pilotes Mercedes, surtout George Russell. Mais on va d'ailleurs en revenir un petit peu plus tard. Mais ouais, ça leur rend quelques tours. Ben, encore une fois, que Sainz va pouvoir s'arrêter deux fois sans perdre aucune position. Après, il y a Russell qui va dépasser Albon, donc ils vont pas pouvoir échanger les places tout de suite. Mais à la fin du Grand Prix, ils échangeront les places et ils finissent les deux dans les points, 9e et 10e. Donc c'est vraiment une très belle maximisation de la part de l'écurie ce week-end. Très bonne maximisation et Williams qui continue d'engranger beaucoup de points. Et qui prend de l'avance en tant que 5e écurie au championnat. Ouais. Merci pour ces deux faits majeurs après l'analyse de la course. On est vraiment revenu sur le Grand Prix. Maintenant, on passe tout de suite au bonus-malus. Et le bonus-malus, on le commence avec la meilleure radio, en tout cas celle qu'on a retenue du week-end, et c'est celle de George Russell, qui dit justement en dépassant Albon en court-circuitant la chicane du port, donc sans la prendre, il est passé tout droit dans la volonté de dépasser le pilote thaïlandais. Russell a dit à la radio, je prendrai la pénalité, il conduit de manière erratique. Concrètement, il n'avait pas envie de rester derrière, et il s'est dit dans tous les cas, vaut mieux que je prenne la pénalité de 5 secondes, ça me coûtera moins cher que de rester bloqué derrière lui. Qu'est-ce que vous en pensez
de ce comportement. Est-ce que ce genre de choses devrait être banni parce que c'est pas vraiment le respect du sport. Je veux dire, en Formule 1, on est censé dépasser sur la piste, pas en coupant une chicane D'accord, il a pris la pénalité, mais si tout le monde se mettait à faire ça, ça serait quand même très bizarre. Mm. Ouais, du coup, il a pris un drive-through, Ouais, je crois qu'on l'a pas rappelé. C'est pas la pire pénalité, c'est pas la pire la pénalité. pire, c'est le stop and go, on aurait pu se repartir. Mais c'est vrai que c'est un geste quand même assez étonnant de faire ça, c'est assez anti-sportif. En plus, c'est le président du GPDA, donc c'est quelqu'un qui est censé normalement respecter vraiment toutes les règles à la lettre. Voilà, moi je trouvais ça assez bizarre. La frustration aussi, dès le début du week-end et le samedi en Ouais, qualification, d'être mais loin et d'être ouais, bloqué comme ça derrière une ouais, Williams. il faut savoir la gérer Mais normalement oui, cette frustration. On sait jamais, il peut le passer dans les stands ou d'une autre manière. Donc voilà, c'est quand même assez Surtout spécial. qu'il est connu un peu comme le gentleman driver, un peu. Moi, ça me déçoit personnellement un petit peu de lui cette action. C'est sûr que je comprends que c'est énervant, mais c'est le cas mais pour tout le monde. c'est ça, il doit arriver à se maintenir à ce moment-là, quoi. Heu, Compliqué. On a vu quand même les 2 sur les réseaux sociaux manger au restaurant ensemble et la petite blague de, «Ce soir, c'est pour toi l'addition, Russell», donc ça va, on sait que les 2 sont très amis et tout s'est bien terminé, mais bon, le geste, c'est vrai qu'il est très questionnable. Le meilleur dépassement, maintenant Victor, bon, il y en a pas eu beaucoup, ça a été on s'est un peu creusé la tête. On avait d'abord pensé à celui de Bortoleto au 1er tour à l'épingle avant de terminer dans le Tech Pro, pardon, avec Antonelli, mais finalement, c'est à la toute fin du Grand Prix qu'on a vu, un dépassement et tu nous en parles. Oui, alors c'est bête parce que c'est le seul dépassement de la course et on l'a même pas vu à la télé. C'était dans le tout dernier tour, c'est Lance Stroll sur Nico Hülkenberg. C'était pour la 16e place, il me semble, 16 ou 15e place. Comme quoi, Lance Stroll, hein. Ouais, il peut faire des belles choses. Et là, c'est un très beau dépassement. Ils sortent du tunnel côte à côte. Donc Lance Stroll prend l'extérieur au virage de la nouvelle chicane. Et il fait tout simplement un bel extérieur à Bortoleto. Ensuite, il enchaîne la nouvelle chicane devant lui. Donc c'est vraiment un très beau dépassement du Canadien, malheureusement qui lui rapporte aucun point. Même pas un peu de Des points visibilité. de style, à la limite. Voilà, un peu de point de style, Ouais, un peu de mais c'est tout. plaisir. Ouais. Mm. Il s'est Comme fait quoi, plaisir et comme comme quoi, c'est c'est possible. possible de doubler Mm. à Monaco, donc Bon, il était vraiment proche, à la sortie, du tunnel. Ouais. Et c'est très compliqué parce qu'on le sait, quand on sort du tunnel, on est ébloui par le soleil. Dès la sortie, il s'est décalé tout de suite sur Et l'extérieur. c'est un tout petit peu en virage à droite en plus à la sortie, Mhm. donc pour se positionner, il y en Ouais. a souvent qui défendent milieu de piste, donc c'est un peu Ouais, il est passé très proche souvent. du rail. C'est un C'est très un beau, très petit peu beau. ça justement qui a causé l'accident d'ailleurs entre Gasly et Tsunoda, où Tsunoda était pas positionné pareil par rapport au tour précédent. Gasly a cru voir une petite ouverture, et ben finalement il y a eu l'accident, quoi. On passe à la Maestria, Fabio. On t'a choisi pour en parler et ça concerne Racing Bulls et aussi notre Français Isaac Adjar qui a terminé sixième du Grand Prix. Et oui, mais quelle maestria de la part de Racing Bulls et Isaac Hadjar. Pour commencer, la stratégie de l'écurie était tout simplement parfaite. Avec l'obligation des 2 arrêts cette année, il fallait trouver une solution pour essayer de garder les positions sur la piste et surtout essayer de garder la 6e place d'Adjar. Dès le début de la course, on a vu que Lawson était très lent, même, enfin, vraiment très lent. On pouvait se demander les raisons de pourquoi il était très lent, mais en fait, tout était pensé. C'était le plan A, comme l'a dit Isaac Hadjar en interview. L'objectif était vraiment de permettre à Isaac Hadjar d'avoir 2 arrêts au pluie. Il faut vraiment réaliser ces 2 arrêts obligatoires. Et en fait, ils ont réussi à jouer avec cette impossibilité presque de dépasser à Monaco. Pour mettre ça, après les pit stops obligatoires, en fait, le Français n'avait pas perdu de place face à Ocon et Alonso. Alonso qui va abandonner par la suite. Mais là, il est arrivé un problème, c'est qu'en fait, comment faire pour que Lawson garde lui sa position? Et là, ils peuvent dire à Williams qui ont copié du coup leur stratégie, permettant à l'Australien du coup aussi de réaliser ces 2 arrêts sans perdre aucune position. Et donc maximiser en faisant 6e et 8e, c'est très très fort de la part de l'écurie. Et ce qui était très bien, c'est qu'en plus tout le week-end avec Canal+, on a eu Laurent Mekies à chaque fois interrogé par Julien Febvre et Jacques Villeneuve dans la cabine, donc on avait pu comprendre un peu cette volonté de stratégie. Mais parle-nous plus précisément du week-end d'Isaac Adjar qui a réalisé sa meilleure performance et la meilleure performance, Victor Ludet, d'un rookie à Monaco. Mais comme on l'avait dit tout à l'heure, tout n'avait pas commencé pour le mieux, donc il a tapé 2 fois dans la même séance d'essai libre. Donc une fois la nouvelle chicane et une fois au premier virage, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc très très dur parce que c'est beaucoup de temps roulage de perdu. Et on le sait à Monaco, le temps de roulage c'est le plus important, beaucoup de confiance perdue. Mais c'est vraiment en qualification qu'il va réaliser une masterclass après une Q1 assez compliquée où en fait il arrive à se sortir de la zone éliminatoire dans son dernier tour. Il a été parfait. Il s'est qualifié 6e, le premier des autres, profitant aussi des 2 Mercedes assez loin en qualification. Et en fait, il surpasse aussi encore son coéquipier qui, lui, s'est qualifié 9e. Donc, il a par la suite profité aussi de la pénalité de Lewis Hamilton, qui a pris 3 places de pénalité donc pour avoir gêné Max Verstappen au niveau du casino.
Et donc voilà, puis en course, hormis la stratégie exceptionnelle, il a bien eu le rythme tout au long de la course. Donc su garder du jus dans les pneus pour à la fin défendre au cas où Ocon essayer de tenter une attaque ou quoi que ce soit. Donc Ouais, non, parce qu'il fallait qu'il garde ses pneus très c'est longtemps, ça, quoi. parce qu'il a fait 50 tours avec ses pneus durs. Donc non, c'est très très fort ce qu'il a fait. À un moment donné, on a eu un doute. D'ailleurs, sur son rythme, ils ont demandé justement à Laurent Wiquez, mais il a dit que tout était sous contrôle. Donc non, très très beau Grand Prix. Et bah, surtout maintenant, il est 10e au championnat avec 15 points. Et surtout, stat assez exceptionnel, bah, il a plus de points que Yuki Tsunoda et Liam Lawson combinés qui eux ont Ah, c'est 14 dingue. points. Donc en fait, moi je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'Isaac Hadjar va rouler dans la Red Bull à la fin de l'année? Et si oui, est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Ça, c'est une bonne question, parce que si c'est une bonne chose, oui, nous, on veut tous le voir avec Red Bull, mais je pense que c'est un peu trop tôt. J'ai pas envie que ça fasse comme une Gasly ou même un Lawson. J'ai tellement envie de le voir, mais ouais, c'est peut-être trop tôt encore. J'espère que dans 1 ou 2 ans, s'il prend un peu d'expérience, etc. Parce que il avait fait les essais il avait fait les essais l'année dernière avec la Red Bull. Il disait qu'il était beaucoup plus confortable, beaucoup mieux dans ce baquet-là, dans celui de la Racing Bull. Donc, j'ai envie de le voir, mais patience, je pense. Ouais, je pense que c'est beaucoup trop tôt aussi. Là, il va un peu se brûler les ailes chez Red Bull. Là, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait au volant de cette Racing Bulls. Et je pense qu'on peut aussi ouvrir le débat sur le meilleur rookie de l'année. On a pas mal parlé Oui, d'Antonelli. c'est Ouais. sûr. Ça fait quelques Ça fait courses deux grands qu'Adjar, prix. Antonelli, ouais. c'est compliqué sur Et ce sur triple toute la header. saison, il me semble qu'Adjar bat 4 fois Antonelli en qualification. Donc je Surtout pense que c'est que sont pas la même voiture, hein. Non, oui. C'est non, ça. non, non, c'est sûr. Et ouais, Antonelli, c'est vrai que bah, ce triple header, on va attendre de voir Barcelone, mais c'est sa plus mauvaise passe de l'année pour le Mm. moment. Alors oui, ah bah, enfin, à Imola, c'est un abandon, euh, mais son rythme sur le week-end n'était pas très bon. Et là, ce week-end, il se met dans le mur, son rythme n'était pas fantastique non plus. Donc, par rapport à Hadjar dans une Racing Bulls Il est qui régulier. performe et Ouais, c'est qui ça. parfois surperforme Mm. aussi, Mhm. on a le droit de se poser la question pour le moment. Ouais, très constant, très régulier. Donc il fait vraiment un travail là, incroyable ce début d'année. Et c'est pour Laurent Mekies, je pense qu'il va essayer de le garder quand même. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il le laisse partir vu le travail qu'il fait depuis le début de Oui, c'est l'année. important aussi pour la stabilité parce que bon, il y a eu le swap Lawson-Tsunoda. Si en plus Ça Hadjar doit bien part, ça changer. commence à faire beaucoup, même pour les ingénieurs, de s'adapter à un pilote aussi au niveau humain, Mm. de la gestion avec son pilote. C'est compliqué d'avoir autant de swap dans une écurie pour garder toute cette stabilité. Mm. On reste avec nos Français, Victor, parce que on a attribué le bonus à Esteban Ocon qui, avec sa As, a réalisé une grande performance. Ouais, pour Esteban Ocon, tout commence le samedi, comme toujours. Très belle huitième place, on n'attend pas du tout là. Là. Bierman se fait éliminer en Q1 et lui Ocon arrive à se qualifier en Q3. Il signe même le huitième temps. C'est une très très belle performance. Au final, il termine septième grâce à l'abandon d'Alonso. Donc lui, pareil, la course s'est déroulée tranquillement. Il a profité de la stratégie des Williams qui roulaient à l'arrêt pour pouvoir garder cette huitième place. Il a géré bien sa course, il a géré ses pneumatiques. Il termine entre les deux Racing Bulls, il termine juste derrière Isaac Hadjar. Il inscrit 6 points en championnat, il permet à As de résister un peu au retour de Racing Bulls. On sait que Racing Bulls ça revient très fort, mais As arrive aussi à engranger quelques points grâce à Esteban Ocon. Donc voilà, c'était encore un très beau week-end du pilote français. Donc voilà. Ouais, les Français, week-end réussi. Par contre, les Allemands avec Mercedes, on en parlait déjà plus tôt. Louis, bah, c'est notre malus, forcément, du week-end. Ouais, exactement. Bah, déjà, quand on commence 14 et 15e le dimanche, c'est sûr que le dimanche va être compliqué. Pendant les 2 premières Virtual Safety Car, il s'arrête pas. On comprend pas trop pourquoi. Il profite pas de tout ça pour essayer de remonter un petit peu au classement. Mais il faut attendre les 10 derniers tours pour les voir changer de pneus, ce qui est assez fou. Alors qu'on a vu Bierman enfin, s'arrêter 2 fois en 20 tours. Pour moi incompréhensible. Euh, je pense que ils se sont fait attraper tout seuls. Alors, ils ont attendu, ils ont espéré. Et je pense qu'à un moment, ils savaient plus trop quoi faire. Et à la fin, Mais on bah, a eu l'impression que Mercedes, ce week-end, surtout en course, après le raté en qualif, niveau de la stratégie, c'était pas d'être opportuniste, de vouloir tenter quelque chose, c'est ouais. plutôt un comportement fataliste de se dire, bon, bah, allez, si la chance tourne, on va tenter ça. Eux, ils ont Mais plus uniquement, subi la seulement et course. uniquement Mais si la chance tourne. Ils n'ont Ouais. pas voulu, comme Red Bull, ils n'ont pas eu Ils cette ont pas volonté de tenté. tenter quelque Ouais, chose. ils ont Ils ont pas tenté. attendu, en fait. Ouais, ils exactement. étaient endormis. Bah, Ouais. d'ailleurs, on voit la caméra à un moment donné filmer Toto Wolff. On voit l'expression sur sa tête à ce moment-là. C'est assez parlant d'ailleurs de ce qu'il faisait à ce moment-là, quoi. Oui, c'est une des premières fois où on voit Mercedes vraiment en difficulté comme ça sur la stratégie. C'est vraiment compréhensible ce qu'ils ont fait ce week-end. Ils savaient pas quoi faire. Donc Ouais. Il a voilà, perdu, il a c'est perdu une étrange. si grande écurie, c'est Ouais. Ouais, c'est quand même ouais. bizarre, quoi.
On Ouais. peut se dire tout le temps, en tentant quelque chose, un pari stratégique, ça peut fonctionner. Mais là, de cette manière d'attendre qu'il se passe quelque chose en piste extérieure à eux pour réagir, c'était un peu, même presque décevant de la part d'une grande écurie comme Mercedes. Exactement. Voilà, c'est tout pour ce débrief du Grand Prix de Monaco. J'espère que vous avez apprécié. On a essayé de revenir un peu sur tout et je pense qu'on a mis à l'honneur nos Français et ceux qui devaient être mis à l'honneur. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix de Barcelone, le dernier Grand Prix de ce triple header, donc Imola, Monaco et Barcelone lors de ce Grand Prix de Catalogne. Suivez nos réseaux sociaux, on sera actifs en vous postant tout ce qu'il faut savoir sur ce Grand Prix. Merci à Samy pour la régie une nouvelle fois. On se retrouve lundi prochain. Bonne soirée, merci.